merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info 1 au Togo. Le pays a opté pour la décentralisation avec des lois spécifiques telles que la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Et 4 ans après l'installation des mairies, viennent d'être élus des conseillers régionaux devant eux aussi travailler pour la mise en œuvre du plan de développement local en vue justement de réduire la pauvreté. Comment est-ce que les acteurs du secteur économique, notamment le monde entrepreneurial, peut-il tirer profit de ce processus? On en parle avec mon invité, une experte, Mélissa Sama. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlotte pour l'opportunité. Vous êtes une entrepreneur spécialiste en gestion de projets et programmes, mais également coach formateur de jeunes entrepreneurs. Après plusieurs années d'exercice, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la contribution réelle des élus locaux en matière de développement à la base? Comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, aucun pays ne peut se développer s'il y a une vraie décentralisation qui fonctionne. Donc aujourd'hui, face aux défis auxquels même la sous-région fait face, il est essentiel que ce soit les élus communaux comme régionaux puissent apporter des solutions complémentaires à l'État centralisé afin de pouvoir contribuer plus sereinement au développement donc, de notre pays. Voilà. Et la décentralisation, on comprend, c'est au Togo surtout, c'est un processus encore en marche. Avez-vous le sentiment que les populations aujourd'hui ont fini par l'intégrer et à s'adapter à cette nouvelle forme de gouvernance? Comme vous l'avez dit, c'est un processus et tout processus prend du temps. Je pense que oui, les populations ont commencé. Ils l'intègrent petit à petit et je pense que dans les années à venir, vraiment, ça serait beaucoup plus complet où c'est naturel pour chaque, on va dire, individu, homme, femme, enfant, de comprendre le rôle donc de la décentralisation, le rôle des élus locaux et qu'est-ce qui peut être fait des deux côtés. Aussi bien les attentes de la population que celles donc des représentants élus pour justement faciliter le développement économique et social donc, de leur communauté. Voilà. Vous travaillez sur des projets et programmes de développement, vous travaillez aussi en particulier avec des entrepreneurs, vous sillonnez en tout cas le territoire national pour implémenter vos projets, accompagner, former. Comment se passe pour vous les partenariats avec les communes? Il faut dire que, bon, comme vous l'avez si bien dit, au jour d'aujourd'hui, avec la décentralisation, c'est un processus et tout processus prend du temps. On a parcouru toutes les régions du Togo à la rencontre des jeunes et femmes entrepreneurs ou en devenir et on ne pouvait faire vraiment ou réussir cette initiative sans impliquer les autorités locales. Donc nous avons approché donc les élus locaux, donc c'était à l'époque des maires et même les préfets aussi, avec qui nous avons discuté de façon claire et précise sur ce que nous attendons et ce que eux aussi ils attendent ou ce que leur population aussi attend. Donc ça nous a permis quand même non seulement de mobiliser parce qu'ils ont été là pour aider à la mobilisation des cibles, mais surtout aussi d'adapter le contenu donc de nos formations, de notre accompagnement aux réalités du terrain. Donc ce partenariat, c'est vrai que il n'est pas très complet, il a été juste pour l'occasion donc de la tournée et nous espérons justement signer des conventions en bonne et due forme qui permettraient donc à l'avenir d'apporter davantage que ce que nous faisons en ce moment sur le terrain. Voilà. En matière d'entrepreneuriat, il y a le secteur de l'agroalimentaire qui de plus en plus attire les entrepreneurs locaux. Nous sommes dans une zone où aujourd'hui, même l'État, dans sa stratégie, encourage l'agriculture. Et quels sont, selon vous, les défis encore sur le terrain? Bon, déjà, il faut préciser que si on prend au niveau du secteur agricole, si on prend ceux qui sont dans le service agricole, le secteur agricole est le premier secteur pourvoyeur d'emplois. Et c'est la même chose au Togo. Donc, c'est le secteur qui peut absorber le plus possible la main-d'œuvre. Et au jour d'aujourd'hui, l'État
ayant compris cela, a mis en place un certain nombre de programmes, d'initiatives pour pouvoir encourager justement l'agriculture afin de répondre à ce besoin-là d'absorption de la main-d'œuvre qui est d'ailleurs importante dans nos pays, donc au Togo. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, si on prend l'agriculture au sens strict des producteurs locaux, je pense que le premier challenge, c'est vraiment l'accompagnement. L'accompagnement dans le sens où un producteur en 2024 ne doit pas utiliser les mêmes techniques que nos parents en 1990-2000 le faisaient. Donc, il a besoin d'être formé techniquement pour davantage donc produire de façon intelligente. Et plus moderne. Plus moderne, c'est ça. Mais aussi, il a besoin d'être formé sur le plan managérial, sur le plan organisationnel, parce qu'aujourd'hui, on n'attend pas seulement de quelqu'un qui va juste aller produire du maïs. On attend qu'il puisse être capable de mettre en place tout un système de production de maïs qui marche tout seul. Et pour y arriver, il faut encourager la mise en place des coopératives et les rendre fonctionnelles. Parce que dans l'agriculture, de ce que nous voyons ailleurs qui marche, aucun agriculteur, aucun producteur ne peut réellement se développer, créer, on va dire, son activité qui va résister dans le temps s'il est seul. Alors que sur le terrain, c'est le plus gros défi. Et certaines coopératives qui existent ont besoin d'un meilleur accompagnement. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'avoir accès au marché, ils ont besoin d'avoir accès au crédit adapté à leurs besoins. Et pour le faire, il faut un accompagnement, un coaching progressif, des formations pointues et surtout une inclusion dans les programmes qui leur sont adressés afin de répondre de façon plus adaptée aux réalités donc du terrain, de leur activité. Voilà. Et pour les populations, quelles sont leurs attentes encore vis-à-vis des élus locaux? Alors, si nous prenons aujourd'hui les élus locaux, enfin les conseillers régionaux, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les attentes vont grandir. Pourquoi? Parce que les communes étaient petites, relativement petites. Une commune qui veut, par exemple, se lancer dans des gros programmes est limitée par sa taille. On ne peut pas commencer les routes juste dans sa commune, par exemple, les infrastructures routières. Et donc, l'avantage avec les élus régionaux, c'est qu'ils vont justement pouvoir encadrer et mettre en place un plan stratégique qui puisse prendre de façon plus globale les réalités ou les attentes donc, de leur population. Alors, pour revenir aux attentes, elles sont imaginables. Déjà, la première attente, elle est classique, c'est qu'il faut vraiment répondre aux besoins de base. Les infrastructures routières, une santé de qualité, c'est-à-dire les services de santé de qualité, l'accès à l'électricité, à l'eau potable, les routes praticables. Donc déjà, de façon terre à terre, c'est ce premier besoin. Ensuite, les besoins, c'est au niveau économique. Il faut créer un cadre qui permet justement non seulement d'absorber de l'emploi, mais aussi de pouvoir encourager la création d'entreprises locales. Et pour cela, il va falloir mettre en place justement des stratégies qui attirent les investisseurs, des stratégies qui permettent donc aux jeunes femmes dans les régions à pouvoir créer des initiatives donc propres à leur région. Mais au-delà, il y a aussi une attente au niveau de la justice et de la responsabilité. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a dit je l'avais dit à l'entame de mes propos, les défis sécuritaires sont essentiels. On ne peut rien faire si on ne se sent pas en sécurité. Donc oui, il y a aussi l'attente donc d'avoir une sécurité publique, l'attente des actions de lutte contre la criminalité, mais aussi les renforcements des capacités des fonctionnaires pour pouvoir offrir une meilleure qualité de service public. Il y a aussi l'inclusion. Je pense qu'il y a aussi des attentes en termes d'inclusion parce que les populations ont besoin non seulement qu'on puisse les consulter, qu'on puisse faire des enquêtes pour mettre le doigt sur leur réalité, mais aussi qu'on leur permette de pouvoir s'exprimer, d'avoir l'œil sur ce qui se fait, de pouvoir participer au programme qui est censé développer leur région, un peu comme le bureau du citoyen au niveau des communes. Donc, il faut aussi mettre en place un mécanisme qui permette
à ce que le citoyen lambda dans la région puisse se sentir concerné par le développement de sa région. Et peut-être pour finir, je dois aussi relever cette attente-là en termes de communication, en termes de redevabilité, parce que on ne peut pas réellement atteindre les résultats de performance si on ne communique pas sur les activités en cours, sur les activités déjà passées, si on ne communique pas sur ce qui est fait en termes de rapport, le budget, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, il faut une vraie communication autour donc, de l'action des élus locaux, régionaux, afin que la population puisse aussi avoir son mot à dire et peut-être apporter son expertise en plus. Nous avons cité l'agriculture comme secteur pourvoyeur d'emploi. Je suis certaine qu'il y a encore d'autres secteurs qui aujourd'hui sont prometteurs et qui offrent beaucoup d'opportunités pour les jeunes, mais aussi pour les entrepreneurs. Mais vous qui travaillez en tout cas en étroite collaboration avec cette couche de la population, notamment les entrepreneurs qui contribuent aussi à l'économie nationale, selon vous, comment est-ce que les conseillers régionaux ou les élus locaux devraient pouvoir collaborer justement, par exemple, aussi avec les PME afin de rendre plus attractif leur territoire? Déjà, il faut un plan stratégique de développement. Ce plan-là doit intégrer la feuille de... à chaque commune, selon vous? À chaque région. Moi, je parle vraiment en termes de région. Chaque région devrait avoir son plan stratégique de développement. Et ce plan doit prendre en compte ou s'aligner sur la feuille de route gouvernementale, les orientations au niveau central, mais aussi sur les ODD. Et dans ce plan, justement, il faudrait prendre en compte les réalités en termes d'opportunités. Donc, il doit y avoir des actions de promotion d'agriculture, des actions pour la promotion donc, de l'artisanat, de la petite entreprise. Donc, lorsque le plan stratégique est défini et qu'il donne des orientations sur les priorités de la région, ça facilite la seconde étape. Dans cette seconde étape-là, qui est beaucoup plus au niveau économique. Donc, la région, une fois le plan d'action clarifié et aligné sur ce que le gouvernement veut faire, eh bien, c'est plus simple pour les partenaires, pour même les populations de proposer des initiatives qui justement va dans la droite ligne donc de leurs priorités. Et au niveau par exemple des opportunités économiques, j'avais dit tantôt qu'il y avait un besoin de renforcement de capacité. Et le renforcement de capacité locale va concerner la formation, le coaching, l'accompagnement des jeunes femmes dans la localité afin de pouvoir rehausser leur niveau de compétences opérationnelles et faciliter l'absorption en termes d'emploi. Mais aussi, il faut créer des zones économiques. Des zones économiques donc, qui vont permettre justement aux investisseurs de se positionner. Donc, si chaque région, par exemple, crée des zones économiques spéciales, qui sont liés donc aux avantages de leur région, eh ben, on n'a pas besoin d'encourager un investisseur à aller dans une région plutôt qu'une autre. Ça dépendra maintenant justement des investisseurs qui existent pour pouvoir donc s'installer. Donc, et c'est très important de pouvoir offrir cette fenêtre, mais également lancer des initiatives au niveau touristique et culturel. Vous savez, comprendre les régions, chaque région a des potentialités en termes culturels et en termes naturels, en termes d'avantages écologiques et tout ça. Donc, il faut pouvoir ressortir ça pour attirer les touristes. Parce qu'en attirant les touristes, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est l'économie locale. Ça dit que les touristes, ils vont prendre des hôtels, ils vont manger, ils vont acheter des choses. Bref, il y a déjà une forme donc de dynamique économique locale, mais surtout, ils vont découvrir d'autres perspectives, d'autres possibilités qui vont leur permettre soit de revenir ou en promouvant cela, d'attirer ceux-là qui sont intéressés. Donc, ça met en lumière justement les particularités de la région. Maintenant, au niveau des événements, il faut des événements culturels et sportifs. Parce que ces événements sportifs et culturels vont justement permettre non seulement la cohésion, mais ça va aussi développer d'autres formes de collaboration. Et en termes de défis, puisqu'on parle des élus régionaux, nous avons les infrastructures
routières, par exemple, qui sont très importantes dans la mesure où il faut pouvoir connecter les villages au centre urbain. Si on ne connecte pas davantage les villages au centre urbain, on aura du mal à développer le commerce. Et on ne peut pas justement encourager l'agriculture, encourager l'artisanat et la petite entreprise si cette connectivité-là manque, par exemple. Donc, il y a quand même un certain nombre de défis, un certain nombre d'éléments clés qui doivent se retrouver dans la vision donc, des élus régionaux. Et c'est à partir de cette vision que non seulement la population qui sont dans la localité va pouvoir s'impliquer, mais aussi les autres partenaires au développement et investisseurs pourront clairement trouver où est-ce qu'ils peuvent s'insérer pour pouvoir gagner en retour ce qu'ils auront à investir dans la localité. Et au-delà des aspects économiques, est-ce que vous y voyez également une solution au problème de mobilité des jeunes afin de leur permettre également de réaliser leurs activités tout en restant dans leur domaine, enfin, sur leur territoire? Oui, en fait, comme je disais, par exemple, pour un jeune qui a beaucoup d'énergie, qui a le cerveau qui tourne à vive allure, vivre dans une communauté ou dans une zone rurale, où quand il sort, il va au champ, il revient, il ne sait plus quoi faire, c'est pas ce qui est des plus attractifs en fait. Et au même moment, la vie citadine a l'air plus intéressante, voilà, plus valorisante. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de dire aux jeunes, allez dans vos régions, allez dans vos communes, dans vos villages, mais c'est de rendre attractif ce village-là, de rendre attractif cette région, afin que le jeune ne trouve pas d'autres solutions ou d'autres meilleures offres que de rester dans sa région. Donc pour ce faire, c'est pourquoi je parlais tantôt de mettre en place un système qui promeut réellement les compétences locales, organiser des événements qui justement vont pousser les jeunes et les femmes à innover, à faire des propositions dans leur localité. Ce qui fait que si par exemple nous allons on va dire d'une région opératrice à une région régulatrice, mais ça va être plus intéressant parce que la région, par exemple, opérative va vouloir tout faire. Ils décrochent des projets, eux-mêmes ils veulent exécuter, ils vont juste peut-être lancer des appels d'offres sur une section, plusieurs sections donc, de l'événement. Ce qui fait que le jeune dans la localité, il est un peu dans un système d'assistanat parce que s'il y en a, on m'appelle, sinon je suis là. Mais si la région va vers le côté régulateur, ça veut dire que j'ai un projet, j'encourage les initiatives, c'est-à-dire les entreprises sociales et économiques qui existent dans ma communauté, je régule, je m'assure que tout va bien, je les laisse faire en suivant. Donc ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'innovation. Donc il faut arriver justement à créer cet accès-là facile à ces jeunes qui pourront exprimer leurs talents, qui pourront trouver de quoi s'occuper et surtout qui vont se sentir valorisés de pouvoir apporter des solutions à leur communauté. Sur le terrain, est-ce que vous avez en exemple un modèle de projet déjà en marche dans une région du Togo que vous pensez que c'est à encourager? Oui, absolument. Par exemple, j'ai un modèle dans la région centrale, mais pour l'instant, le projet n'est pas au niveau régional, c'est le projet au niveau préfectoral. Et je trouve que l'approche est très intéressante dans la mesure où les populations donc, de cette préfecture ont été invitées à donner leur avis. Il y a eu une consultation publique, comme on le dit. Et donc, les populations ayant manifesté leurs besoins, leurs attentes, il y a eu un plan stratégique et là, l'accent est mis sur l'agriculture. Et donc, il y a eu une identification des jeunes et femmes qui sont dans l'agriculture et des programmes de formation qui sont adaptés à leurs besoins. Alors, ce que moi j'ai remarqué, c'est que la plupart de ceux que j'ai eu à interroger savent plus ou moins eux où ils veulent aller. Et quand c'est comme ça,
Mais je suis surpris de voir l'engouement des jeunes étudiants qui sont allés à l'université de Kara pour certains, l'université de Lomé pour d'autres, et qui sont pressés de finir leur formation pour retourner dans leur préfecture. Donc ça veut dire que derrière, il y a eu suffisamment d'intérêt qui a été motivé dans la préfecture, de sorte à ce que ces populations-là se sentent fières d'appartenir à cette préfecture. Mieux, ont déjà une idée du next step, ce qu'ils vont faire après. Et dernièrement, il y a une formation qui avait justement permis aux industriels, aux investisseurs de venir dans la localité pour discuter agriculture contractuelle. Et là, ça a permis justement à ceux-là qui produisent de voir dans quelle mesure, au lieu d'aller produire avant de chercher des acheteurs, comment avant même de produire, ils peuvent négocier des contrats et justement planifier leur campagne 2024-2025. Voilà par exemple un modèle qui pourrait vraiment inspirer d'autres régions. C'est vrai que c'est une préfecture, mais ça peut vraiment se généraliser dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, par exemple, a priori, quand tu prends un ministère, on parle tantôt de l'agriculture, tu prends le ministère de l'agriculture, moi j'entrevois ça comme déjà une collaboration qui est fructueuse entre la région et le ministère. Le ministère a plein de programmes. La région doit voir dans les programmes du ministère quelles sont les orientations ou les grands projets qui nous intéressent et justement approcher l'État central et négocier les parts pour sa région. Ce qui fait qu'on pourrait au niveau opérationnel adapter justement l'action de ce programme-là dans la région et ça peut aboutir à des résultats beaucoup plus intéressants. Alors, la décentralisation, ce processus vraiment qui permet de déléguer le pouvoir aux élus locaux pour également mettre en œuvre des projets pour soutenir le développement au niveau local. Mais quand on entend au niveau de la population dire on ne sait pas ce que les maires font, bientôt les conseillers régionaux qui vont aussi s'installer, qu'est-ce qu'ils feront? Certainement, la question va se reposer. Pour vous qui êtes sur le terrain, qui fait le premier pas vers l'autre? La population, le maire, la mairie, comment? Quels sont vos conseils à ce propos? Ah ben c'est intéressant la question. Déjà, la population fait le premier pas en votant, en désignant leurs conseillers. Maintenant que ce vote de confiance a été fait, c'est maintenant aux élus d'aller vers ces derniers pour leur dire, bon, voilà nos grandes idées pour développer nos communautés. Parce que la population est aussi acteur et actrice, et doit contribuer d'une manière ou d'une autre. Absolument. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, on va prendre les opportunités économiques, ça va s'illustrer justement à lancer des initiatives pour créer des emplois locaux en impliquant justement ces populations. Donc, normalement, le bureau du citoyen avait justement cette double casquette. D'abord, il faudrait voir l'action donc des élus, donc contrôler, regarder un peu comment les affaires de la commune sont gérées, mais pas que. Aussi faire des propositions, remonter les défis au niveau le plus minuscule possible. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que si, par exemple, on crée, c'est-à-dire, je parle des élus régionaux qui ont la responsabilité, comme je l'ai dit, d'aller vers la population pour partager leur vision, parce que c'est eux qui ont le lead, c'est eux qui ont la responsabilité de développer la région. Et donc, quand vous voulez, disons, pour un père de famille, vous voulez que la maison aille mieux, mais vous n'allez pas disons, définir une stratégie de fonctionnement sans que les membres de la famille ne soient au courant et ne sachent quel est le rôle de chacun. Donc, il faut déjà commencer par convaincre sa famille de voilà là où nous voulons aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça se passe dans des consultations populaires. Et ce n'est pas si impossible que cela, si effectivement on peut se baser sur la société civile qui est organisée en association, en coopérative, en fêtière. On peut tout de suite, à partir de cela, remonter les attentes et voir dans quelle mesure les intégrer aux grandes orientations. Une fois que c'est fait maintenant, on peut aller vers l'extérieur pour dire, bon, voilà ce que nous, dans notre région, nous voulons faire et nous souhaiterions travailler avec X ou Y sur tel aspect, avec cet avantage et cet avantage.
Nous avons l'expérience avec les mairies installées depuis un peu plus de 4 ans, bientôt les conseillers régionaux, comme je le disais. Quelles sont, d'après vous, les attentes de ce qu'ils auront à faire sur le terrain en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'actrice du changement? Les attentes sont énormes parce que déjà, il y a le défi de la mobilisation des ressources de fonctionnement, et les attentes, c'est que ça ne surcharge pas davantage le contribuable. Et donc, il va falloir trouver le juste milieu, un bon mécanisme qui permette la mobilisation des ressources. Mais moi, en tant qu'actrice sur le terrain, en tant que actrice sur les questions de développement économique des jeunes et des femmes, pour moi, c'est beaucoup plus la synergie d'action. Comment faire en sorte que tous les programmes, projets, toutes les initiatives puissent se retrouver ensemble et être de façon continuelle un cercle vertueux. Il ne sert à rien d'être comme des adversaires sur le terrain. Il va surtout s'agir de pouvoir, de façon synergique, mettre toutes les forces ensemble et de façon harmonieuse pour atteindre l'objectif. Ce qui fait que déjà, il est essentiel d'avoir la possibilité d'échanger avec les premiers leaders, les conseillers régionaux, sur ce que nous faisons, et qu'ils partagent aussi ce qu'eux, ils comptent faire, et qu'on voit qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, comment on en tient compte pour justement faire mieux. Parce que les défis maintenant, il faut réfléchir région, il ne faut plus réfléchir commune. Donc, réfléchir région veut dire mettre vraiment sur pied une vraie machine qui, dans chaque pièce, contribue à un objectif commun. Donc, pour moi, vraiment, si on agit comme le corps humain, où la tête c'est elle, les bras c'est elle, les pieds c'est elle, le tronc c'est elle, et toutes les cellules qui sont là, on va où, et que chacun va dans la même direction, je pense que les défis de mobilisation des ressources et d'opérationnalisation de leur plan stratégique seront beaucoup plus faciles à relever. Et vous êtes, vous, optimiste que d'ici, dans les 5-10 ans à venir, qu'on ressente, qu'on puisse vraiment mettre le doigt sur les avancées concrètes de ces stratégies, de nouvelles formes de gouvernance? Je veux donc parler de la décentralisation. Je suis obligée d'être optimiste parce que d'un côté, nous avons une jeunesse vaillante, nous avons des hommes et des femmes qui ont des idées intéressantes. On a tellement à apporter en termes d'innovation, en termes d'action, mais aussi nous avons la chance justement d'un parcours de 4-5 ans qu'on peut évaluer. Qui dit région, commune, c'est les mêmes réalités, sauf que c'est une échelle qui change. Donc, pour moi, d'ici 6 ans, l'expérience des élus régionaux vont permettre justement de capitaliser sur ces 10 années finalement, donc des décentralisations dans notre pays, et d'en tenir compte pour les 5-10 prochaines années. Et ce qui est d'autant plus intéressant, qui me motive à être optimiste, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la population, les citoyens s'intéressent à l'action publique. C'est-à-dire que chacun veut voir clair dans l'affaire. Oui. Ce qui fait que il n'y aura pas d'abandon. Quelqu'un va en fait, nous on va voir. Non, il y aura toujours ce côté qui va titiller. L'autre dit, mais on attend de ci, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et tant qu'on aura toujours des gens qui ont le courage de dire ça ne va pas, on devrait faire ci, je propose telle chose, il y a eu ça qui n'a pas été vraiment comme nous le voudrions, qui n'est pas adapté, qu'on puisse assister. Moi, c'est vraiment ce que j'espère, que lorsqu'on organise une formation, les bénéficiaires soient capables de dire elle n'est pas adaptée. Votre formation, ça ne nous aide pas. Voilà ce que nous voulons. Si nous arrivons à créer ce cadre-là où l'échange, où l'ouverture donc des deux côtés, du dialogue est permise, je pense que cette ouverture va justement faciliter l'atteinte donc de l'objectif de développement de nos régions. Et nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de conclure, dites-moi, quelles sont vos recommandations pour les femmes et les jeunes, surtout pour mieux tirer profit du système de décentralisation? Alors, mes recommandations, je dirais d'abord, en tant que jeune ou femme, quand vous êtes dans votre communauté, il y a un b.a.-ba à faire.
Le tout premier, c'est de connaître votre commune d'appartenance. Où se trouve ma commune, la mairie de ma commune. Ensuite, d'y aller et de poser des questions. Si la première fois, vous avez un blocus, personne ne vous donne pas toutes les informations, cherchez encore à aller plus loin. Cherchez même à voir les élus. Parce qu'on dit qu'ils ne sont pas accessibles, mais on ne les titille pas. Eux, quand ils veulent les voir, ils font quoi? Ils viennent jusqu'à dans nos maisons. Ils vont dans les marchés, ils vont dans les coins les plus reculés, dans les fins fonds pour nous trouver. Donc, c'est à nous maintenant d'aller les trouver là où ils sont et de leur dire, écoutez, je suis X, je sais faire ça, je suis venu voir dans quelle mesure je peux travailler avec vous, dans quelle mesure je peux apporter un plus. Donc, d'abord, c'est cette démarche. Ensuite, c'est aujourd'hui qu'on a les élus régionaux, c'est justement de voir dans quelle mesure, justement, étendre. Parfois, vous êtes dans une commune, vous avez besoin de quelque chose qui se trouve dans une autre commune. Donc, avec les régions, c'est beaucoup plus facile. Donc, il faut aussi chercher à savoir où se trouve le chef-lieu, l'endroit précis de nos élus régionaux. Et si vous êtes une association, c'est mieux d'aller en groupe parce que c'est plus intéressant, mais titillons et à chaque fois, faisons toujours cette action, cet acte citoyen qui est de rédiger même s'il le faut, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qu'on propose et à la fin de vraiment suivre l'action pour s'assurer que c'est fait. Parce que c'est une responsabilité partagée. Personne ne va, en tant que conseiller régional, vouloir avoir un bilan négatif. Tout le monde, quand il prend les rênes, il veut que ça marche. Donc peut-être que la façon de faire n'est pas ce qu'on attend. C'est à nous de les guider, dire voilà ce qu'on voudrait, impliquez-nous, nous sommes là, les artisans sont là, les agriculteurs sont là, les personnes vivant avec un handicap sont là, incluez-nous, voilà. Et je pense que si les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap font ça, ça va titiller davantage nos autorités et ils vont réagir beaucoup plus adéquatement à nos attentes. Et pour une gouvernance beaucoup plus inclusive. Merci beaucoup d'avoir contribué dans cette émission. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que Médissa Sama, vous êtes entrepreneur mais également spécialiste en gestion et projet et programme de développement. C'est ça, merci à beaucoup. vous de nous avoir suivis.